la CNIL est là pour défendre nos libertés et par conséquent recommande que les nouvelles applications ou toute application de traitement numérisé soit aujourd'hui conçue en respectant l'intimité des personnes. Et donc à ce moment-là, on dit le privacy by default ou le privacy by design. Ce qui voudrait dire que lorsque nous voulons concevoir une application ou offrir un service numérisé, il faut que l'on apporte la preuve que l'on respecte bien dans la conception et la construction de ce service l'intimité des utilisateurs. La protection des données privées, justement, c'est le combat de Philippe Pucheral, chercheur et enseignant à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Évidemment, pour un individu, être capable de bien protéger sa vie privée, ça va être extrêmement compliqué, hormis si la protection de la vie privée est intégrée directement dans le système ou dans les applications. C'est ce qu'on appelle le privacy by design. Ça veut dire que lorsqu'on développe une nouvelle application, cette application directement elle-même, dès sa conception, doit intégrer la possibilité pour l'individu de mieux protéger sa vie privée. Si on le fait a posteriori, c'est quasiment impossible pour un individu. Les données privées font l'objet d'une réelle convoitise. Le Forum économique mondial considère d'ailleurs qu'il s'agit du pétrole du XXIe siècle. Enjeu de liberté, enjeu économique, les données sont au centre du débat. Par ailleurs, on pourrait également considérer dans le développement et le déploiement des nouvelles applications que nous voyons aujourd'hui sur nos smartphones, avoir une aide d'un usage éclairé de l'application. Et donc à ce moment-là, au moment où une donnée doit être échangée, au moment où une information va quitter le smartphone, alors je ne vais pas dire à l'insu de notre plein gré, c'est ce qui arrive bien souvent, mais qu'aujourd'hui, que nos applications, en fait, nous éclairent et nous alertent sur, bien entendu, la possible fuite de l'information. Donc, une des façons d'assurer la confidentialité, donc, selon vous, serait d'informer davantage l'utilisateur ? Alors, il y a, bien évidemment, dans toutes ces applications que nous voyons aujourd'hui fleurir, hein, avec nos smartphones et avec nos objets connectés, bien évidemment, quand il y a une information à caractère personnel, et donc par rapport à la définition que vous donniez tout à l'heure de données de santé, puisque le patient lui-même a accès à cette information, et c'est lui qui peut contrôler aussi l'usage qu'on en fait, mais à ce moment-là, en fait, effectivement, s'il est éclairé et s'il est accompagné, si une alerte dit de ne pas cliquer sur un lien ou de ne pas envoyer telle ou telle information, ben, cela pourra aider à améliorer la sécurité au sens général, en n'oubliant pas une chose, c'est que toutes ces applications, si elles sont conformes au cahier des charges imposé par la CNIL sur le privacy by design et le privacy by default, ben, à ce moment-là, en fait, on va dans le sens d'une amélioration importante de la protection des données à caractère personnel et au-delà. Nous avons donc Adrien Rousseau. Adrien Rousseau, vous êtes ingénieur expert donc, auprès de la CNIL, hein, la CNIL, la grande agence chargée de l'informatique et des libertés, et qui viendra donc donner et porter la voix de l'État sur ces questions. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, je donne des exemples de sociétés existantes. C'est pas parce que je donne ces exemples que les sociétés sont totalement en conformité ou qu'elles ne le sont pas du tout. Ce sont des exemples de bonnes pratiques qu'elles ont pu avoir. Ça, c'est juste pour vous montrer le bracelet de Jawbone, pour être sûr que les personnes, en fait, au départ, consentent à transmettre les données. Il fallait plugger. C'était pas du Bluetooth, c'était pas tous ces systèmes-là. Les personnes vraiment devaient brancher le Jawbone sur l'appareil, et à ce moment-là, les données étaient synchronisées. La personne était informée de ce qui se passait avec ces données. Un autre exemple, c'est pour un projet de recherche où, avant que les personnes puissent utiliser l'application de recherche avec le Health Kit, les personnes ont une vingtaine de slides à regarder
qui leur explique comment va fonctionner le système et qu'à la fin, on leur explique qu'il y a toujours un risque pour votre vie privée. L'utilisation de l'application a un risque. Si vous continuez, vous acceptez ce risque. Et à la fin, il y a un petit questionnaire. Si vous avez faux à une réponse au questionnaire, vous ne pouvez pas utiliser l'application et vous devez revenir au début des explications. Donc c'est quelque chose de très intéressant, mais qui pour un projet de recherche est très pertinent. Ça permet d'être sûr que les personnes qui vont utiliser l'application sont vraiment volontaires et ont bien compris ce qui va se passer. Une autre application qui permet, là ici, de mesurer le sommeil, et les données sont envoyées sur un boîtier qui est chez soi et qui va préanalyser les données avant de les transmettre sur les serveurs. Ça permet d'économiser du temps de serveur, ça permet d'économiser du temps machine, des sous sur l'hébergement de données de santé agréées. Enfin, là ici donc un exemple de WeThings où on peut voir les différentes applications qu'on va connecter à son service avec est-ce que les données vont vers WeThings ou est-ce que les données reviennent vers l'autre opérateur, et un moyen très facile de déconnecter le système. Et enfin, un exemple de portabilité des données. Comment faire pour voilà. C'est très simple d'être déjà compliant avec le projet de règlement européen. Il suffit là ici de mettre en place ce type de système pour redonner à la personne les données qui les concernent. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Rousseau, pour cette présentation.